La Delta Force est revenue au centre de l'actualité après que des exercices militaires américains ont secoué des quartiers de Californie avec des hélicoptères, des explosions contrôlées et des tirs simulés dans des zones urbaines. Le 9 juin 2026, cet entraînement a pris une dimension politique car il a eu lieu au même moment où Washington intensifiait la pression contre le régime cubain. Marco Rubio remet en question tout accord avec la Havane. Trump maintient la menace d'une action plus dure sur la table et Cuba tente de répondre en affichant une image de résistance. Des civils armés et Raúl Castro réapparaissant lors d'un acte officiel entouré de militaires. Ce qui paraissait un simple exercice de troupes est devenu un signal pour toute la région. L'île communiste connaît des coupures de courant, un manque de carburant, des pénuries et une tension interne. Les États-Unis démontrent que leurs forces spéciales s'entraînent toujours pour des environnements urbains, des entrées rapides, des opérations de sauvetage et des crises à haut risque. La Havane essaie de montrer sa force, mais le message qui passe est tout autre. Lorsqu'une puissance entraîne des troupes d'élite à ce niveau et en même temps exerce une pression sur le régime cubain sur les plans diplomatiques, économiques et sécuritaires, personne à Cuba ne peut considérer cela comme une simple coïncidence. Que faisait la force Delta ? Pourquoi cet entraînement a-t-il déclenché une alerte à la Havane ? Comment Trump et Rubio ont-ils fait de Cuba une cible politique et militaire ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans coupure, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'entraînement a eu lieu dans le sud de la Californie, avec des enregistrements dans des villes comme Long Beach, Pasadena et City of Industry. Les habitants ont signalé avoir eu peur pendant la nuit, les autorités locales ont averti d'une activité militaire et la presse américaine a confirmé la présence d'hélicoptères, d'explosions contrôlées et de simulations de tirs. Les informations publiques n'ont pas détaillé tous les objectifs de l'opération, et cela était normal lorsqu'il s'agit de forces spéciales. Ce que l'on sait, c'est que l'exercice a été mené par des militaires américains en milieu urbain, utilisant des bâtiments vides et des structures qui simulent des situations de crise réelles. Ce type de préparation n'est pas fait pour un défilé. Il est fait pour des situations difficiles, avec peu de temps, un risque élevé et des décisions rapides. C'est là que l'affaire prend de l'ampleur dans le contexte de la crise cubaine. L'entraînement ne s'est pas produit de manière isolée. Il survient après des semaines de pression directe de Washington contre la Havane. Trump et Marco Rubio ont durci le ton contre le régime cubain. Et Rubio a déclaré que la probabilité d'une solution négociée n'est pas élevée. En pratique, cela signifie que la Maison-Blanche regarde Cuba et ne voit pas seulement une vieille dictature essayant de survivre. Elle y voit une menace pour la sécurité, une structure liée à la répression interne, à l'influence extérieure et à l'instabilité dans les Caraïbes. L'île est bien trop proche du territoire américain pour être considérée comme un problème lointain. Cuba tente de répondre par une mise en scène de résistance. Le régime a diffusé des messages de mobilisation, est apparu en parlant de préparation de la population et a laissé circuler l'idée de civils armés pour défendre la révolution. Sauf que ce discours se heurte à la réalité dans les rues. Un régime qui a besoin de montrer un fusil dans la main d'un civil pour faire semblant d'avoir le contrôle admet, même sans le dire, qu'il a peur. La vraie force n'a pas besoin de crier tout le temps. Ceux qui crient trop essaient généralement de cacher leur faiblesse. Raúl Castro est également réapparu à la Havane, lors d'un événement lié au ministère de l'Intérieur, après avoir été accusé aux États-Unis en raison de l'affaire des avions civils abattus en 1996. Son image, déjà âgée, entourée par des autorités militaires, a été utilisée par le régime pour transmettre un message de continuité et de défi. Mais l'effet politique peut aussi être inverse. À l'intérieur, il essaie de maintenir la fidélité de sa base. À l'extérieur, il tente de montrer qu'il n'a pas encore cédé. Miguel Díaz-Canel et Bruno Rodriguez ont réagi en attaquant Washington. Le gouvernement cubain accuse les États-Unis d'agression, de durcir les sanctions et de tenter de justifier une pression militaire. Cette réaction était déjà attendue. Tout régime acculé qualifie la pression extérieure d'attaque. Pourquoi l'île en est-elle arrivée à ce degré de dépendance, de pauvreté et de peur ? Cuba accuse le blocus de tout. Mais elle n'explique pas pourquoi une élite politique contrôle la structure de l'État depuis des décennies. Donald Trump intervient dans cette équation avec son style. D'abord, il met la pression, puis il laisse l'autre partie choisir si elle veut négocier ou en payer le prix. Cela s'est passé ainsi dans plusieurs conflits extérieurs. Dans le cas cubain, la menace militaire sert d'instrument politique, mais aussi d'avertissement.
Cela ne signifie pas qu'une opération soit annoncée publiquement pour demain. Cela signifie que la Maison-Blanche veut que la Havane croie que cette option existe. Et en géopolitique, parfois une menace bien placée suffit à modifier le comportement de l'adversaire avant même le premier mouvement réel. Le fait confirmé est qu'il y a eu un entraînement militaire urbain en Californie, avec une forte présence de moyens aériens et une simulation d'action dans des bâtiments. Le fait confirmé est que Trump et Rubio ont accru la pression contre Cuba. Le fait confirmé est que Raúl Castro est réapparu lors d'un acte officiel après l'accusation américaine. Le fait confirmé est que Cuba traverse une grave crise de l'énergie et du carburant, ainsi qu'un profond épuisement social. L'analyse stratégique est que tout cela, ensemble, crée un climat d'alerte pour la Havane. Le régime cubain sait que Washington teste les limites, le langage et le temps de réaction. La force Delta a une forte valeur symbolique, car elle est associée à des missions à très haut risque, au sauvetage, à la lutte contre le terrorisme et à des opérations sensibles. Le mystère même qui entoure ces unités renforce le message. Lorsque des vidéos d'exercices urbains commencent à circuler et que la région est déjà sous tension, une question naturelle se pose. Pourquoi s'entraîner maintenant, de cette manière, en milieu urbain, alors que Cuba est sous pression maximale? Washington n'a pas besoin de tout expliquer. Le silence aussi en dit long. Pour le régime cubain, l'incertitude fait partie de la peur. Le cas Maduro est revenu dans la conversation politique parce que les partisans de Trump utilisent le Venezuela comme exemple de la façon dont les opérations spéciales peuvent devenir un instrument de changement sur l'échiquier latino-américain. Cela sert à rappeler aux régimes alliés de la Havane que le blindage idéologique ne garantit pas la sécurité. Le Venezuela, Cuba et le Nicaragua observent le même mouvement. Les États-Unis ont recommencé à parler de force, de sanctions, de renseignements et de pression directe. Le G2 cubain entre aussi dans cette analyse, car la sécurité de la Havane a toujours été présentée comme le bras fort du régime. Pendant des décennies, Cuba a exporté ses méthodes de surveillance, d'infiltration et de répression à ses alliés en Amérique latine. Maintenant, lorsque la pression revient sur l'île elle-même, le régime essaie de montrer une mobilisation interne et un courage populaire. Mais une armée de propagande ne remplace pas une véritable capacité. Une population épuisée et affamée ne devient pas un rempart simplement parce que le gouvernement multiplie les discours militaires. La réunion entre les militaires cubains et le commandement sud des États-Unis à la fin du mois de mai montre également que les canaux de sécurité restent actifs même dans un climat de tension. Cela ne réduit pas le risque. Au contraire, cela confirme que les deux parties savent que toute erreur peut rapidement dégénérer. Lorsqu'il y a un dialogue militaire direct dans un contexte de pression politique, c'est parce que tout le monde comprend que la crise a dépassé le domaine symbolique. La Havane veut éviter les surprises. Washington veut clairement montrer qu'il surveille la situation. Trump et Rubio savent qu'une dictature en crise économique et sans confiance sociale devient plus vulnérable qu'une dictature simplement isolée diplomatiquement. La situation au Pérou fait partie du même échiquier régional. Keiko Fujimori a progressé grâce au vote de l'étranger dans une course serrée contre Roberto Sanchez. Et le marché a mieux réagi lorsque la droite a repris du terrain. Cette donnée est importante car elle montre une Amérique latine divisée entre deux voies. D'un côté, des projets de gauche promettant de tout refonder, changer la constitution, renforcer le contrôle et répéter des formules qui ont déjà ruiné d'autres nations. De l'autre, une réaction conservatrice qui tente de rétablir l'ordre, le marché et la sécurité. Cuba observe cela avec inquiétude. Parce que chaque défaite de la gauche dans la région isole encore davantage la Havane. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir informés chaque jour, au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.